Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Reims pour cette deuxième édition de la mêlée Nexem, ces rencontres de l'action sociale et de la santé. Alors nous sommes ici à Reims, Arnaud Robinet, le maire de Reims, dont vous savez qu'il est par ailleurs le président de la Fédération hospitalière française, sera ici dans quelques minutes pour vous souhaiter la bienvenue. Et je voudrais saluer aussi la présence du président du conseil départemental, essentiel du conseil départemental de la Marne, chez qui nous sommes, monsieur Jean-Marc Rose, qu'on peut saluer de quelques applaudissements s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Et alors, je reviendrai sur ces deux jours très riches en événements qui ont été organisés aux petits oignons par l'équipe de direction de Nexem, avec bien sûr des ateliers, des conférences, des événements ici. On parlera écologie et plein d'autres choses, bien sûr. Mais d'abord, tout ça tourne évidemment autour de cette thématique de la solidarité d'aujourd'hui et de demain dans un contexte compliqué. On va y revenir dans un instant, c'est le thème de cette édition. Je reviendrai donc sur le programme avec Alain Raoul, le président de Nexem. Je vous demande, mesdames et messieurs, de faire un accueil très chaleureux pour démarrer ces 2 jours à Alain Raoul, le président de Nexem. S'il vous plaît. Bonjour Alain, à vous l'honneur d'ouvrir. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le président du conseil départemental, de votre présence. C'est vraiment pour nous un signe fort et un encouragement. Je saluerai tout à l'heure monsieur Robinet quand il sera arrivé. Chers adhérents, chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette 2e édition de la mêlée à Reims. Dès sa création, en 2022, cet événement, rendez-vous d'un collectif uni et engagé pour la solidarité, a été pensé comme un moment privilégié de prise de hauteur, de réflexion prospective, de pas de côté, afin de débattre ensemble de l'avenir de notre secteur. Cette édition 2024, qui a pour fil rouge « Quelle solidarité pour aujourd'hui et pour demain ?», revêtira également une dimension plus politique, en résonance avec l'actualité et l'urgence dans laquelle se trouve notre secteur. Car depuis la dernière mêlée à Nantes, il y a 2 ans, nous traversons des vents contraires et les crises se multiplient. Les besoins d'accompagnement ne cessent d'augmenter et de se complexifier. La question du financement devient vitale. La solidarité et les valeurs républicaines et humanistes de notre pays sont mises à mal. C'est pourquoi nous continuons de nous battre collectivement pour la défense du vivre ensemble et l'accompagnement des plus vulnérables. J'en veux pour preuve les mobilisations récentes de ces derniers mois, Solidarité en danger, les 400 000 pour la protection de l'enfance, la campagne Les vieux méritent mieux pour le grand âge et d'autres initiatives encore. Tous les acteurs du sanitaire, social et médico-social, conscients de l'urgence à agir, se rassemblent dans un même élan citoyen, font front commun et donnent de la voix pour se faire entendre. Car nous ne pouvons plus attendre pour être entendus. Mais qui pour nous entendre aujourd'hui ? Le contexte politique et social exceptionnel de ces derniers mois a amené une instabilité inédite dans notre pays. Après des mois d'attente, nous avons enfin un gouvernement. Mais déjà, de premiers signaux nous alarment. Pourquoi dissocier à nouveau la santé et la solidarité et ainsi recloisonner les politiques publiques quand nous appelons à une approche globale des réponses systémiques aux problèmes sociétaux de notre pays? Face aux réactions massives du secteur qui s'inquiétait de ne pas trouver le handicap dans les intitulés ministériels, après les Jeux paralympiques, Madame Parmentier-Lecocq a été nommée quelques jours après l'annonce du gouvernement ministre déléguée aux personnes en situation de handicap. Mais qu'en est-il de la lutte contre les exclusions, du grand âge, de la protection de l'enfance? Est-ce un signe d'indifférence? L'urgence de la situation impose une visibilité, un engagement et un investissement immédiat. À l'heure où le vivre ensemble est remis en question et où les incertitudes demeurent, il y a une chose dont je suis certain, c'est que la solidarité et la justice sociale ne sont pas négociables. Elles sont un devoir.
Il est de notre responsabilité de faire de la solidarité le ciment de la cohésion sociale et d'une société inclusive. Nous savons bien que de lourdes contraintes économiques pèsent sur notre pays, que le déficit public est en train d'atteindre des niveaux jamais vus depuis 1945, en dehors de la crise de 2008 et de celle du Covid. Mais est-ce pour cela qu'il faut sacrifier la solidarité ? Les professionnels du secteur et nos concitoyens vulnérables. Le Premier ministre, Michel Barnier, n'a eu de cesse de rappeler dans son discours de politique générale la semaine dernière qu'il fallait faire beaucoup avec peu, reprenant une phrase du général de Gaulle. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons déjà dans notre secteur, de faire beaucoup avec peu et depuis très longtemps ? Pouvons-nous continuer dans ce chemin ? La fraternité et des services publics de qualité ont été annoncés comme des chantiers prioritaires du gouvernement Barnier, mais au-delà des mots, où sont les actes ? Car le vivre ensemble est avant tout un défi sociétal qui exige un courage politique et une vision à long terme. Les financements alloués dans le cadre du PLF et du PLFSS donneront le ton des intentions gouvernementales et nous nous battrons pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux. Nexem rencontrera très prochainement notre nouveau ministre, Paul Christophe, qui, en tant qu'ex-président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, saura, nous l'espérons, prendre conscience de la situation critique dans laquelle nous nous trouvons et s'engager au niveau de la convention collective unique étendue. Depuis la signature de l'accord de méthode en juin dernier, employeurs et organisations syndicales poursuivent les négociations en vue d'un accord, classification, rémunération, temps de travail, et pour aboutir au plus vite, compte tenu des circonstances actuelles. Aujourd'hui, nous avons atteint le point de rupture. Le système qui régit notre secteur est en crise et ne fonctionne plus. Il en vient même à faire des associations des variables d'ajustement pour pallier les financements défaillants de l'État. La mise en place du Ségur, pour tous, le prouve une nouvelle fois. L'octroi de cette prime est une bouffée d'oxygène pour les professionnels, une injustice enfin réparée. Mais il est encore loin d'être une réalité effective, car de nombreux financeurs se disent dans l'incapacité de payer. C'est inadmissible et ce n'est plus tenable. Beaucoup trop de structures se trouvent en péril. Face au précipice, nous devons résister et harceler les pouvoirs publics pour qu'ils assument enfin leur pleine responsabilité. Une chose est sûre, nous continuons le combat et nous maintenons le cap. Même si la situation est difficile et que l'urgence est là, nous avons aussi des raisons de garder espoir. Notre force collective est en marche et nous n'avons pas attendu les pouvoirs publics pour amorcer la transformation du secteur et trouver des solutions. Cette nouvelle édition de la mêlée en sera l'illustration. Elle va mettre un coup de projecteur sur les initiatives à l'œuvre et les évolutions à mener pour relever les défis de demain, portés par un collectif qui fait corps, une mêlée engagée pour la solidarité. J'aurai l'occasion de vous en dire plus sur le programme dans quelques instants. J'espère que vous prendrez plaisir à participer à ces débats, à vivre et à partager tous ces moments ensemble. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et je vous souhaite à tous et à tous une excellente mêlée. Cher Alain Raoul, vous allez accueillir immédiatement le président du conseil départemental de la Marne, Jean-Marc Rose, s'il vous plaît. Merci beaucoup, président. Beaucoup avec peu, vous avez entendu. Les départements, vous êtes la clé, une des clés du système. Monsieur le Président, je vous en prie, c'est à vous. Je n'ai pas vu le parlementaire, donc je salue Monsieur le Président et bien sûr je salue la directrice de la Marne de l'ARS. Je salue bien sûr Monsieur Robinet qui va arriver dans quelques instants, avec qui d'ailleurs je serai obligé de repartir vers un peu avant 11h. On a une première pierre. En tous les cas, mesdames et messieurs, vous tous en vos grades et qualités. Je suis particulièrement heureux, ce n'est pas des mots, je le ressens vraiment profondément au fond de moi, de vous accueillir ici à Reims. J'espère que vous avez trouvé la ville assez belle. En tous les cas, ça vous donnera envie de revenir, dans le cadre de votre congrès national. Votre structure, je me suis un peu renseigné quand même, parce que je reconnais beaucoup dans la Marne, bien sûr, mais nationalement, vous avez 11 000 établissements et vous regroupez 330 000 salariés. C'est pas rien. Au service d'ailleurs des personnes les plus fragiles, vous avez choisi la Marne pour débattre de l'avenir de votre profession et j'en suis particulièrement honoré. Dans la Marne,
Votre organisation professionnelle regroupe ainsi plus de 75% de structures accueillant des personnes handicapées, on en parlait ensemble tout à l'heure, Monsieur le Président, et plus de 80% des structures de la protection de l'enfance. Alors que les conseils départementaux, j'espère que dans le dialogue que j'aurai avec Monsieur le journaliste, on aura l'occasion peut-être de développer ces sujets, traversent une crise financière sans précédent due aux nouvelles charges et contraintes imposées par l'État, sans compensation, et à une baisse de nos recettes due à la chute vertigineuse des droits de mutation, vous êtes rassemblés ici pour nous aider à mener à bien des missions essentielles au service de nos concitoyens et notamment de celles et ceux, bien trop souvent, laissés au bord du chemin. Des 3 vertus inscrites dans la devise de notre République, l'usage veut que la fraternité soit citée en dernier. Mais elle n'est pas la moins importante, et les Français y sont particulièrement attachés. Pour ma part, le président du département que je suis utilise et préfère utiliser le mot « fraternité ». La fraternité est avant tout fondée sur une relation de personne à personne, et c'est ce que nos services sociaux, en liaison avec vous font tous les jours, cette relation. Vous incarnez par vos actions une solidarité à taille humaine. Vous représentez pour bon nombre de nos concitoyens et de leurs familles cet humanisme qui prend le visage de femmes et d'hommes allant au-devant des difficultés et des peines d'autres hommes et d'autres femmes. Je connais vos difficultés. Ça fait que 10 mois que je suis président. J'étais avant vice-président aux finances, donc j'avais déjà ce sujet qui était très important. Je connais vos attentes, je les partage, sachez-le, au quotidien. C'est pour cela, d'ailleurs que j'ai tenu à vraiment être présent aujourd'hui, c'est pour cela que l'innovation sociale que je souhaite promouvoir dans la Marne représente une opportunité de transformation de vos pratiques. Elle doit vous permettre de favoriser l'inclusion, renforcer l'autodétermination des personnes accompagnées et améliorer l'efficience de nos dispositifs. L'innovation sociale nous permet ainsi de repenser les services et dispositifs existants en les rendant plus accessibles, plus personnalisés et mieux adaptés aux besoins des personnes qui en ont besoin. Par ailleurs, elle doit contribuer également à renforcer les métiers du social en valorisant les pratiques professionnelles et en soutenant les équipes sur le terrain dont je connais le rôle essentiel. Le département, qui emploie sur ses 2200 personnes près de 400 travailleurs sociaux, est naturellement concerné par ces sujets et enjeux. Notre département, la Marne, s'est toujours illustré par son esprit d'innovation en matière de politique sociale. Ainsi, dans le domaine du handicap, je suis d'ailleurs un enfant de handicapé, donc je pense connaître particulièrement ce problème. Dans les années 80, nous avons lancé les services d'accompagnement à la vie sociale, SAVS, qui était alors un dispositif pionnier d'accompagnement des personnes en situation de handicap, favorisant leur autonomie et leur inclusion dans la société. Plus récemment, nous avons été l'un des rares départements investis dans les initiatives des territoires 100% inclusifs et nous nous démarquons aujourd'hui avec un nombre de places de SAVS bien supérieur à la moyenne nationale, avec un programme d'habitat inclusif particulièrement ambitieux, je le souligne, et des capacités de foyers de vie ou d'hébergement en mode hors les murs. Pour nos aînés, notre nouveau schéma gérontologique, vous savez qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, c'est parce que nous sommes en bonne santé en France, alors que dans d'autres pays c'est peut-être moins bien, en tous les cas c'est un fait. Nous avons donc adopté un nouveau schéma gérontologique que nous avons présenté à la foire de Châlons-en-Champagne, que je vous invite à venir visiter si vous n'êtes pas encore venu, c'est tous les mois de septembre. C'est une très belle foire, n'est-ce pas, Madame la directrice de l'ARS? Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu. Je vous y invite. Dans le domaine de la protection de l'enfance, nous avons également misé sur l'innovation avec le développement des placements éducatifs à domicile qui permettent de maintenir les enfants dans leur milieu familial tout en assurant un encadrement éducatif adapté. Dans nos propres équipes, la création d'un bus France Service que nous avons fait en partenariat avec Monsieur le Préfet, avec l'État, favorise la proximité en direction de nos territoires ruraux les plus éloignés. Tout ceci témoigne de notre volonté de toujours anticiper les évolutions et de proposer des solutions concrètes et de proposer donc ces solutions inclusives répondant aux besoins des populations que nous accompagnons. Malgré cet engagement fort, et comme je le rappelais dans mon propos liminaire, nous connaissons un contexte budgétaire des plus difficiles depuis la création des départements. Les dépenses sociales représentent une large part de notre budget et les demandes croissantes, normales,
associées aux évolutions démographiques, mettent à rude épreuve nos capacités d'intervention qui sont de plus en plus importantes. De plus, les nouvelles demandes de la part de l'État, trop souvent imposées sans concertation et bien sûr sans compensation, rendent impossibles nos équilibres budgétaires. Je suis d'ailleurs très inquiet, connaissant bien Mme Vautrin, avec laquelle je suis ami, qui annonce, je crois que c'était hier, 5 milliards d'économies sur les collectivités locales. On en reparlera peut-être tout à l'heure, monsieur le journaliste, mais je suis très inquiet. La situation du secteur de la protection de l'enfance est à ce titre donc très préoccupante. Ainsi, ai-je décidé avec mon conseil départemental de lancer à la fin de l'année les États généraux de l'enfance dans la Marne. États généraux qui nous permettront d'avoir une vision plus précise de la situation et des moyens que nous serions susceptibles d'engager. Je le dis, j'ai déjà visité à peu près, ça fait que 10 mois que je suis président, mais j'ai visité à peu près une dizaine de foyers de l'enfance, dont peut-être des présidents ou directeurs sont présents ici dans cette salle, je l'espère, et des MEX, pour me faire une idée avec mes services. C'est important de dialoguer avec vous tous, vous qui vous occupez, qui encadrez tous ces enfants qui ont des soucis. Je le souligne aussi, ce n'est pas dans mon discours, mais il y a de moins en moins de natalité en France et il y a plus en plus d'enfants à l'ASE. Donc c'est un fait, hein, mais voilà. Si on ajoute à cela les MNA, les mineurs non accompagnés, qui prennent la place, d'ailleurs je le dis, je fais pas voilà, mais qui prennent la place de Marnay, c'est quand même très préoccupant pour nous. Cependant, et je vous le dis d'ailleurs sans fioriture, la crise économique et budgétaire qui touche nos collectivités limite drastiquement nos marges de manœuvre. Sous une réforme globale du financement du secteur médico-social et des collectivités territoriales, dont je viens de vous annoncer l'annonce qui a été faite par Mme Vautrin pour le PLF, sans une réforme globale de ce financement du secteur médico-social et des collectivités territoriales, il sera difficile de maintenir un système de solidarité à la hauteur des besoins. Je vous le dis parce que je suis en contact permanent avec mes collègues des départements de France, on n'est qu'une centaine. On a un congrès à Angers que vous animerez d'ailleurs, monsieur. Et on est extrêmement remonté et on compte bien faire savoir à l'État et à tout le monde les problèmes budgétaires dans lesquels on se trouve. Ainsi, les engagements pris par l'État dans le cadre du Ségur de la santé, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, là encore a été pris sans concertation et bien qu'indispensable, hein, il pèse lourdement sur les budgets départementaux. Nous l'appliquons, dans tous les cas, au niveau du département de la Marne. Il sera appliqué entièrement à partir de 2025. Il était en grande partie appliqué, mais il y avait quelques salariés qui ne l'avaient pas encore. À ce jour, et je conclurai en vous disant que sans compensation financière de la part de l'État, il est insoutenable pour les départements, et notamment pour le département de la Marne, d'assumer seul le financement de ces mesures. Il devient donc urgent de mettre en place une réforme structurelle permettant de garantir la pérennité de nos actions. Pour ma part, je ne dévierai pas du cap que j'ai fixé, celle d'un département plus fraternel. La fraternité, c'est l'écoute, l'entraide et le respect. C'est la reconnaissance de l'égale identité de chacun et l'accès effectif des personnes en difficulté aux droits de tous. C'est une solidarité qui préfère la responsabilité à l'assistance. C'est aussi la mise en œuvre de véritables pactes liant élus, citoyens et acteurs engagés comme vous l'êtes. Votre rapport à la société n'est pas seulement de venir en aide, comme vous le faites, aux plus fragiles, mais c'est aussi un trait d'union entre les hommes. De votre engagement pour la fraternité, je tenais aujourd'hui, par mes propos, à vous rendre témoignage et à vous remercier, comme je remercie toutes celles et ceux qui partagent votre idéal et votre engagement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, prenez place ici, peut-être un micro aussi. Vous avez été tous les deux très clairs dans vos propos et sur les enjeux, le contexte. Alors, on ne va pas casser l'ambiance, mais enfin, on démarre cette mêlée sur un contexte compliqué, sur des enjeux qui sont essentiels et stratégiques. On va en dire un mot. Bon, je n'ai pas besoin d'évoquer ici, devant cette Assemblée, le rôle clé à nouveau que vous avez souligné des départements qui sont financeurs, qui sont donneurs d'ordre, en effet, et qui essayent de travailler en bonne intelligence avec les équipes de toutes les structures. Le président de la Croix-Rouge est là, il y a toutes les associations que vous avez citées, dans le domaine du handicap, dans le domaine des anciens, dans le domaine de la santé aussi, et puis donc, oui, donc j'ai dit les personnes âgées. Je reprenais la formule sur laquelle Alain Raoul a rebondi du Premier ministre et qui nous fait tous peur, évidemment, ce beaucoup avec peu. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, d'une autre façon, au fond, que le système
est à bout de souffle. Parce que vous nous avez bien montré que vous aviez été pionnier. Aujourd'hui, les SAVS, la Marne a été un des premiers à les mettre en place. Vous avez parlé des dispositifs pour les plus jeunes. Comment aujourd'hui vous qualifieriez la situation du système, parce que vous nous avez parlé d'une réforme structurelle que vous appelez de vos voeux. On voudrait voir un peu à quoi ça ferait référence. Il faut rappeler quand même que c'est à moi que vous adressez, bien sûr, je peux aussi expliquer les choses. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne les départements de France, on est donc une centaine. Alors il y en a qui sont un peu plus riches que d'autres, effectivement, parce que ils sont dans des endroits où ils ont plus de DMTO, justement. C'est les DMTO, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le droit de mutation à titre onéreux, c'est ce qu'on perçoit de l'immobilier est vendu chez notaire. Vous payez 8,5, 9, il y en a 8 qui reviennent au département. Donc c'est en chute, par exemple pour la Marne, 103 millions en 2022, 83 millions en 2023 et probablement 75 cette année, donc pratiquement moins 30 millions, alors que les dépenses... Parce que l'immobilier va moins bien. Parce que l'immobilier va moins bien, pour tout un tas de raisons, on n'est pas là pour en parler, mais... Et parallèlement à cette baisse de recettes basée sur des taxes, nous avons pour le budget 2025 une augmentation d'à peu près 35 millions de tout ce qui est social. Donc moins 35, plus 35. Ça veut dire que la Marne... pour 2025, sera dans le rouge. On ne l'était pas jusqu'à présent, je le dis, je ne l'ai pas encore dit à la presse, on est dans les orientations budgétaires. Donc, en 2023, 14 départements de France étaient dans le rouge. En 2024, 1 sur 2, c'est-à-dire 50, pas la Marne, on est encore positif, de 25 millions, enfin, c'est pas... mais on a quand même les collèges, les routes départementales, il y en a 4200 km, il faut les entretenir, etc., etc. Et puis, il faut bien refaire aussi des MEX. Voilà, tout ça, ça fait partie de aussi le partenariat avec les collectivités. Mon collègue des Ardennes est dans le rouge fortement. Mon collègue de l'Aisne est à moins 30 millions. Je les connais, on se fréquente, on se parle. Et officiellement, vous n'avez pas le droit en plus, puisque vous êtes censé appliquer une règle d'or. Tout à fait. Et d'ailleurs, je le dis parce que on va revenir à votre question. Seul l'État a le droit, à partir de fin août, début septembre, de s'endetter pour fonctionner. Quand même incroyable. Il faut le savoir, c'est 4 mois de l'année où ils s'endettent pour fonctionner. Et de combien? De 150 cette année à 180 milliards d'endettement, qui s'ajoutent aux 2500 milliards de dettes de l'État, qui font partie des 3250 milliards de dettes nationales. Dans cette dette nationale, vous en avez 250 qui sont tenues par les collectivités, donc les communes, les communautés de communes, les départements, les régions. Cette dette de 250 milliards est plutôt stable, voire légèrement en baisse, alors qu'on nous a accusés d'avoir des dépenses hors du commun. Vous voyez, bon. Alors oui, il faut une réforme, monsieur, il faut vraiment une réforme profonde. Moi, je dirais qu'il faudrait rendre une autonomie fiscale, parce que moi, j'ai été 10 ans adjoint au maire de Reims en charge des finances. Quand il arrivera, j'espère qu'il dira qu'il était content de moi. Mais les finances, bon, c'est un travail en commun, c'est pas moi tout seul, c'est avec les services, c'est avec mes collègues. On a réussi à maintenir les dépenses à un niveau inférieur à ce qu'elles étaient quand on est arrivé. Bon, on peut y arriver, mais à condition d'avoir une autonomie, d'avoir... une capacité de lever un peu d'impôts, c'est ça que vous dites? Oui, alors on ne l'a pas levé, mais l'État nous a aidé à en lever parce qu'il a augmenté la... Nous, on n'a plus de taxes, on n'a plus de taxes foncières, on n'a plus rien. Ouais. On a juste des dotations qui ne compensent plus. Juste un dernier mot là-dessus. Ouais. Le social, qui est le RSA, l'APA, l'ASE et le handicap, n'est plus compensé à hauteur de 90 à 95 millions pour la Marne par an. C'est-à-dire que par an, il nous manque 90 millions d'euros parce que c'est une obligation que l'État nous impose de tenir sans la compensation financière. Alors qu'il y a 20 ans, en 2004, par exemple, pour le RSA, on était à l'équilibre. Maintenant, on ne l'est plus du tout. Le RSA coûte 103 millions, on doit toucher 55 de l'État. Vous voyez, bon, par exemple, voilà des exemples. Oui, parce que l'État n'abonde pas à hauteur il ne peut plus abonder, ils s'endettent à partir de septembre. Donc... Alors, donc c'est ça que vous appelez la réforme structurelle, au fond, c'est de dire, mais laissez-nous une marge de manœuvre. Il faut renégocier avec les pouvoirs publics nationaux, l'exécutif et le Parlement, cette marge de manœuvre. Par exemple, pour la Marne, moi j'ai été visiter, dans les 10 MEX que j'ai visités, j'ai commencé à voir comment on pourrait réorienter nos bâtiments demain. J'ai compris que, par exemple, on ne pouvait plus avoir des salles avec 20 ou 25 enfants, il fallait plutôt des salles avec 6, pour qu'il y ait plus d'intimité, plus de proximité. Mais pour les faire, il faut bien qu'on investisse. Dans la Marne, par exemple, pour les routes, on est passé de 400 personnes sur les routes à 300 et on va encore baisser. Alors, parfois, c'est pas facile de faire baisser. Alors, on le fait par nos remplacements.
des retraités qui s'en vont. Mais il faut reconnaître qu'on a moins divers que rigoureux, il faut reconnaître que ce gain de personnel, on pourra l'orienter sur justement l'ASE qui fait partie des 4 conditions, enfin compétences sociales que nous avons. Ouais. Vous avez évoqué le financement, cette réforme. Je salue l'arrivée d'Arnaud Robinet. Oui, je le salue aussi, monsieur le maire, mon cher ami. Voilà, et on va lui passer tout de suite la parole. Alain Raoul, vous voulez dire un mot de commentaire? On en parlera Oui, après. j'entends tout ça, Monsieur le Président. Mais nous, c'est la réalité de terrain. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens dont on s'occupe avec de moins en moins de moyens. La devise que je rappelais tout à l'heure de Michel Barnier m'inquiète beaucoup. Hein, faire beaucoup avec peu, je l'ai dit tout à l'heure, on fait déjà. Donc on est habitué. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît. Moi, ce que je dis, c'est que il faut peut-être, au niveau de l'État et au niveau des conseils départementaux, un peu de courage politique. Parce que quand on dit que ça ne fonctionne pas, et vous l'avez dit, et je souscris sans doute, en tout cas, ceux qui en paient les conséquences, ce sont les gens les plus vulnérables. Donc, eh bien, il faut avoir le courage politique de changer le système. Nous sommes d'accord là-dessus. Parce qu'on pourra toujours dire « ça ne va pas, ça ne va pas ». Ben, ça fait des années qu'on dit ça. Nous sommes en colère et nous utiliserons tous les moyens, je vous l'ai dit, Monsieur le Président, qui sont en notre pouvoir, c'est-à-dire la loi. Il faut faire respecter la loi. Il y a des financements, notamment, nous sommes très en colère sur ce qui se passe sur le Ségur. On s'est battu, arraché ce Ségur, et maintenant on dit ben on ne peut pas. Écoutez, il fallait peut-être y penser avant. Il fallait peut-être aussi trouver les moyens de pouvoir réaliser ces engagements. En tout cas, nous, on fera des propositions là-dessus. Mais quand même, nous ne pouvons pas être la balle de ping-pong entre les conseils départementaux, entre l'État, entre les métropoles, entre les villes. Ça suffit, ça suffit. Avant de passer la parole à Alain Robinet, Arnaud, je l'appelle Alain, pardon. Le courage politique. Je ne peux pas ne pas vous faire rebondir. Par exemple, j'ai cru comprendre que vous comptiez relayer cette parole des équipes qui, dans le médico-social, à l'association, au congrès de votre association des départements de France, auprès du Premier ministre, qui devrait normalement, comme tous les Premiers ministres, conclure chaque année ce congrès. Vous m'en avez dit un mot. Oui, je ne connais pas depuis longtemps le président, mais alors, quand même, je vous le dis, hein, je suis un bon joueur de tennis de table, donc si vous souhaitez qu'on fasse une partie de ping-pong, on peut toujours, mais je ne vous ai jamais considéré comme une balle de ping-pong. Je ne vous adressais pas spécialement à vous. J'espère. C'est au système. Je pense qu'on a un point d'accord, et c'est important. Oui, c'est que le système ne fonctionne pas. Alors, il faut peut-être qu'on se mette tous ensemble, mais les pouvoirs publics, évidemment. Nous, on peut faire des propositions, mais il faut, si le système ne fonctionne pas, et il ne fonctionne pas depuis des années, donc il est peut-être temps de se mettre ensemble. Bien sûr, nous ne sommes pas l'un contre l'autre, ce n'est pas la question. Mais ensemble, nous devons changer le système, et si on est d'accord là-dessus, eh bien, allons-y. En tout cas, nous sommes partants. Je vous remercie de dire cela, parce que moi, je suis d'accord avec vous là-dessus, parce qu'on travaille pour la même cause. On travaille pour que tous les événements sociaux que nous avons en France soient les mieux gérés possibles. Et dès que Mme Vautrin, par exemple, a été nommée, pas pour longtemps malheureusement, ministre de la Santé et des Solidarités, car c'était lié, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Et puis elle avait aussi le travail. Bon, en tous les cas, santé et solidarité, c'était lié. J'ai bien relevé dans vos propos liminaires que vous aviez noté que c'était plus lié, hein. Je suis allé la voir, elle m'a reçu immédiatement dans les tout premiers jours et je lui ai exposé, parce que vous ne pouvez pas tout savoir en arrivant ministre, exposer tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer, et j'ai déjà compris qu'en fonctionnement, on n'aurait pas grand-chose pour la raison que je vous ai dite, c'est que l'État est en dette de fonctionnement, donc est obligé d'emprunter pour assurer son fonctionnement à partir du mois de septembre. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas avoir de courage politique, et moi je vous le dis, on a donc alors moi j'échange avec tous mes collègues, on est une centaine, là actuellement il y en a qui veulent faire une marche sur Paris. Moi, je ne suis pas mauvais marcheur, mais enfin, je pense que la marche, c'est pas ce qu'il y a de plus... Les 103 départements, dont les présidents et les conseils départementaux marcheraient. Mais ça tombe bien, dans quelques semaines, nous avons notre congrès à Angers, et je pense que là, il va y avoir du bruit. Voilà, je vous le dis. Alors,
Alain, vous allez accueillir donc Arnaud Robinet, le maire de Reims, qui est avec nous et qui va venir nous saluer et nous accueillir dans sa ville. Je rappelle, Arnaud, que vous êtes président aussi de la FHF. On sait que vous êtes médecin, pharmacien hospitalier. Président de cette fédération hospitalière française, c'est dire que le soin, évidemment, c'est un domaine que vous connaissez particulièrement bien, le soin sanitaire, alors que là, on est dans le soin médico-social. Le médico-social aussi. Exactement. Alors, je vous en prie, c'est à vous. Merci. Arnaud Robinet. Merci, bonjour à toutes et tous. Monsieur le Président du Conseil départemental de la Marne, cher Jean-Marc, Monsieur le Président de Nexem, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices d'établissements adhérents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses pour ce changement d'horaire dans l'agenda qui était le vôtre, mais pour tout vous dire, la situation, et je vais rebondir sur les échanges que vous venez d'avoir, la situation est inquiétante. Et j'avais une réunion, du moins en visio, une urgence avec la ministre de la Santé pour lui faire part des inquiétudes, de nos inquiétudes, concernant le PLFSS annoncé. Et hier matin, j'étais avec le ministre des Solidarités, également pour lui faire part de nos inquiétudes, et notamment, bien sûr, sur le médico-social, et notamment concernant la FHF sur les EHPAD publics, qui sont en très, très grande difficulté. Je le dis, cette situation est inquiétante, et j'ai entendu les propos qui sont les vôtres, mais également en tant qu'exécutif local et maire et président de l'agglomération, je me dois aussi d'avoir aussi un discours responsable. Bien évidemment que cette situation, elle est inquiétante et qu'on ne peut pas laisser la santé et le médico-social sur le bord du chemin. C'est la première priorité de nos concitoyens. Et puis nous avons des défis, et les défis, vous les connaissez. L'augmentation des maladies chroniques, mais surtout le vieillissement de la population. Comment faire face à ces défis si, aujourd'hui, nous ne mettons pas les moyens nécessaires pour y répondre? Bien évidemment que nous ne demandons pas toujours plus d'argent, nous sommes conscients des difficultés, mais là où il faut du courage, c'est sur la restructuration, sur les réformes en profondeur à mener. Alors, certaines mesures ont été prises, on attend aussi toujours la signature de certains décrets, malheureusement, après certaines lois suite à la dissolution, mais en tout cas, il ne faut rien lâcher. Et je reste persuadé que collectivités et les différentes fédérations sanitaires et médico-sociales ont des combats communs à mener et nous devons les mener ensemble. Je le dis parce que quand on parle du sanitaire et du médico-social, et moi je fais le parallèle avec le PLF qui va être annoncé également dans quelques heures, la situation des collectivités, elle est aussi inquiétante. Le ministre des Solidarités, le ministre du Budget me disait hier, il n'y aura que 450 collectivités qui seront concernées par l'effort ou par les efforts à mener. Oui, très bien. En fait, on va pénaliser les bons élèves, c'est-à-dire les collectivités qui ont réussi à gérer de façon responsable leur territoire, qui ont une épargne qui derrière nous permet d'investir sur l'ensemble du territoire, qui nous permet aussi d'accompagner les structures associatives, nous allons être ponctionnés. Ponctionnés à hauteur, concernant la ville de Reims et le Grand Reims, je donne un exemple, à hauteur de 2% de nos recettes de fonctionnement. Cela représente purement et simplement 10 millions d'euros en moins pour notre territoire. Sans compter, bien évidemment, la diminution de la dynamique de la TVA, la revoyure sur la FCTVA, et puis ce qui nous est tombé dessus aussi, mais ça concerne en tout cas le sanitaire et les établissements médico-sociaux, l'augmentation de 5 points des cotisations retraite pour la caisse de retraite des agents de la fonction publique hospitalière et territoriale. Je le dis parce que je considère que la santé et le médico-social ne doivent pas être responsables des difficultés de nos caisses de retraite. Cette caisse de retraite est excédentaire, elle a abondé le régime général, et aujourd'hui on vient demander aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux de combler ce déficit, mais également aux collectivités. Nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui. Et je disais à la ministre il y a quelques instants, j'ose ce parallèle, c'est-à-dire que la santé ne doit pas être prise en otage pour combler
les déficits des caisses de retraite, comme elle ne doit pas être prise en otage sur les sujets d'immigration avec ce discours sur l'évolution de l'AME. Moi, ma position, elle est claire. L'AME ne doit pas être remise en question pour des questions de santé publique, des questions déontologiques et des questions de financement. Parce que mettez-vous à la place d'un médecin. Jamais un médecin ne refusera de soigner quelqu'un. C'est le serment d'Hippocrate. Si l'État ne finance plus l'AME, qui représente que 0,5% des dépenses de santé, ce sont les établissements qui vont financer le dispositif. Et aujourd'hui, les établissements de santé publique, c'est aux alentours de 2 milliards d'euros de déficit. Dans ces 2 milliards d'euros de déficit, c'est 1,4 milliard dû à l'inflation qui n'a pas été compensée. Donc vous voyez, la situation elle est complexe pour tout le monde, mais c'est ensemble qu'on va réussir à relever les défis avec un seul objectif, qui est bien évidemment nos concitoyens, le bien-être de nos concitoyens et les accompagner pour répondre à ces nombreux défis qui sont devant nous. Alors, mesdames et messieurs, après cette parenthèse, mais qui, je me devais en tout cas de faire cette parenthèse au regard des échanges que vous avez eus, permettez-moi au nom des élus de la ville de Reims et du Grand Reims de vous souhaiter la bienvenue à Reims. Et c'est un véritable plaisir de vous accueillir aussi nombreux au cœur de la Cité des Sacres et Cité du Champagne, à l'occasion de ce temps fort de Nexem, et pour l'ensemble, bien sûr, des acteurs du secteur médico-social. Et en tant que maire de cette ville, je suis particulièrement fier de voir Reims devenir le centre de réflexion essentiel pour l'avenir de notre société et pour les professionnels qui œuvrent sans relâche à la rendre plus solidaire. Alors, avant de poursuivre, si vous me le permettez, j'aimerais partager avec vous quelques attraits de notre belle cité. Reims est une ville riche de trésors, véritable symbole d'un patrimoine historique inestimable. Et à l'image de vos engagements respectifs, notre cité a été le témoin de moments majeurs de l'histoire de France. Du baptême de Clovis au sacre des rois de France, jusqu'à la capitulation le 7 mai 1945 de l'armée allemande, jusqu'à la réconciliation franco-allemande en juillet 1962 entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, Reims, comme Nexem, est un lieu où se construisent les ponts, où se construisent des ponts entre le passé et l'avenir, entre histoire et innovation sociale. Et Reims a aussi l'immense privilège d'être inscrite 2 fois au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment grâce à sa majestueuse cathédrale, au Palais du Thau, à la basilique Saint-Remy, et cette 2e inscription concernant les coteaux, maisons et caves de Champagne. Et ces lieux sont le symbole d'un riche héritage et d'une attractivité toujours renouvelée, tout comme les structures et associations du secteur social, qui ne cessent d'ailleurs de s'adapter aux besoins évolutifs de notre société, tout en restant fidèles à leurs valeurs profondément humaines. Mais Reims, c'est aussi une ville solidaire et surtout un modèle d'innovation sociale depuis de nombreuses années, et notamment à l'issue du premier conflit mondial, où notre ville a été détruite à 80%, où il a fallu reconstruire l'habitat, reconstruire la ville, innover, imaginer également des nouvelles offres de logement, et les bailleurs sociaux, d'une certaine manière, sont nés ici à Reims au moment de la reconstruction. Alors nous partageons avec Nexem cette ambition commune, nous adapter aux évolutions de la société, soutenir les plus vulnérables, transformer nos pratiques pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain et défendre une solidarité sans faille. Et dans notre ville, nous avons à cœur d'accompagner tous les Rémois en difficulté avec une approche de proximité, avec une démarche de aller vers, en allant directement vers eux. Et même si les collectivités locales n'ont pas forcément vocation à modifier structurellement notre modèle social, je suis convaincu qu'avec les compétences qui sont les nôtres, nous pouvons l'améliorer. Et c'est dans cet esprit que, par le biais de notre direction des solidarités et du CCAS, nous menons des réflexions constantes qui ont permis de mettre en place des dispositifs d'aide adaptés aux besoins changeants de notre population.
Parmi ces initiatives, je pense notamment à l'aide à la santé pour nos aînés, afin qu'ils ne renoncent pas aux soins, à l'aide à la mobilité, ou encore l'aide coup de pouce destinée aux familles monoparentales et aux travailleurs dits pauvres, qui sont souvent exclus des dispositifs traditionnels en raison de critères d'éligibilité trop rigides. Et en 2024, nous avons choisi de faire de la lutte contre la précarité alimentaire une priorité absolue, et des rencontres solidaires ont été organisées, favorisant les synergies entre milieux associatifs et acteurs économiques afin de renforcer les partenariats et de développer un mécénat participatif ou caritatif. Reims est également une ville qui favorise le lien intergénérationnel. Et à ce titre, nous avons récemment lancé, en partenariat avec Sciences Po, le CHU de Reims, l'ORPA, le dispositif Papotage, où des étudiants rendent visite à des seniors, à domicile ou en chambre, pour partager des moments de convivialité, des moments d'échange et de dialogue. Mais si je suis aujourd'hui avec vous, c'est aussi en tant que président de la Fédération hospitalière de France, et je souhaiterais commencer en insistant sur l'importance de la complémentarité entre le secteur public et le secteur associatif privé non lucratif. Cette complémentarité, à mon sens, est indispensable pour le bien commun. Nos secteurs ne sont pas simplement des entités séparées. Nos secteurs forment deux piliers complémentaires d'un même édifice, celui de la solidarité et de l'intérêt général. Alors bien sûr, nos statuts diffèrent, et nous sommes attachés à la pérennité de cette offre publique, qu'il s'agisse du champ sanitaire, où elle est majoritaire, ou du champ médico-social, où c'est le secteur associatif qui domine. Mais nous partageons des valeurs communes: la non-lucrativité, la mission d'intérêt général, la volonté d'accompagner les personnes les plus fragiles dans des conditions dignes et respectueuses. Et ces valeurs sont le fondement de notre action, et elles nous unissent dans une force collective au service de tous. Qu'ils soient fournis par l'établissement public ou privé à but non lucratif, nous avons une responsabilité commune, celle de garantir l'accès aux soins et aux services médico-sociaux pour tous, sans distinction. La diversité de nos structures est une richesse, mais cette diversité n'a de sens que dans la complémentarité. Et c'est cette complémentarité qui prend tout son sens dans les enjeux de recrutement et de formation, qui sont des sujets brûlants pour nos deux secteurs. Et je suis convaincu que nos forces doivent être mutualisées pour répondre à ces défis. En mutualisant nos efforts, nous pouvons améliorer l'attractivité de nos métiers, rendre les carrières plus attractives, renforcer nos filières de formation. Je le dis, il ne s'agit pas de favoriser un secteur au détriment de l'autre. Ce que nous construisons ici bénéficiera à tous et surtout à la population. Nous partageons également une vision commune, celle de l'urgence d'une action pluriannuelle. Il est absolument essentiel que l'action publique s'engage sur le moyen et le long terme. Nos secteurs, qu'ils soient publics ou privés non lucratifs, ont besoin de visibilité. Nous avons besoin de stabilité pour planifier l'avenir. Oui, cette vision pluriannuelle est indispensable pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, notamment face à l'augmentation continue des besoins de notre population. Et cela concerne tant la gestion des ressources humaines, la modernisation des infrastructures que la prise en charge des personnes les plus fragiles. Et je le dis avec force, une approche pluriannuelle n'est pas seulement nécessaire pour assurer la survie de nos établissements, elle est la clé et la pérennité d'un système de santé et d'accompagnement solide et équitable. Le secteur public, avec ses obligations de service public, doit pouvoir compter sur des politiques structurantes, mais il ne peut avancer seul. Et nous avons donc besoin du secteur associatif. Et c'est encore une fois ensemble que nous devons demander au pouvoir public des engagements fermes et durables. Alors nous le savons aussi que des évolutions sont nécessaires et nous n'ignorons rien de la rigueur des temps, en particulier en matière financière. Mais ce n'est que dans la durée que les réorganisations peuvent se penser. C'est pourquoi nous récusons le retour à une politique du rabot, et en particulier dans le champ médico-social.
il y a une impérieuse nécessité à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de développement de l'offre pour les personnes âgées et d'appliquer sans faiblir le plan 50 000 solutions. Ne pas le faire serait non seulement une perte de chance pour les usagers, mais aussi la certitude de voir, par exemple, les hôpitaux submergés par la vague démographique du grand âge et les personnes en situation de handicap continuer à devoir partir vers l'ère Belgique ou ailleurs pour trouver un accompagnement. Alors, vous l'aurez compris, les défis auxquels nous faisons face, qu'ils soient sociaux ou économiques, sont immenses et seule une approche collective fondée sur l'unité pourra y répondre. Et je vous invite alors à continuer toutes ces réflexions tout au long de la journée. Je vous souhaite de riches moments d'échange et de partage. Et quand je dis ensemble, ce sont bien sûr nos structures, nos fédérations, mais Monsieur le Président du département, et c'est la chance que nous avons ici dans la Marne, c'est de travailler main dans la main sur ces sujets avec le département de la Marne, qui répond toujours présent, en tout cas, aux besoins et aux demandes que nous faisons, et ce de manière responsable et intelligente. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et encore une fois de très beaux échanges. Merci à vous. Monsieur le maire, je vous en prie, prenez place ici. Je ne peux pas résister à mon tour, à votre tour, à vous poser des questions. Il m'en vient trois en vous écoutant. La première, vous redoutez qu'au fond, les départements ou les collectivités territoriales, prenez le micro si vous voulez bien, qui auront bien géré et qui auront même un petit peu épargné, finalement, on ne va pas récompenser la vertu, parce que c'est là qu'on va aller chercher. C'est ce que vous nous annoncez. La discussion que vous avez eue ce matin, je cherche des scoops, mais non, je cherche des infos, mais ça nous passionne tous. Ouais. Non, c'est pas un scoop. Il y a une menace, là ? Non, c'est pas un scoop. En tout cas, ça a été annoncé notamment hier et avant-hier avec le ministre du Budget. Oui, les 5 milliards sur les collectivités territoriales. Mais derrière, ce sont 450 collectivités qui vont être principalement concernées. Alors, sur les 400 collectivités, ils incluent communes, EPCI, donc EPCI, départements et régions. Oui. Et d'ailleurs, le ministre... Celles qui sont riches, quoi, ou celles qui auront bien géré. C'est surtout celles qui auront bien géré, d'une certaine manière. Ouais. Et je parle sous le contrôle de mon ancien adjoint aux finances, à la ville de Reims et à la communauté urbaine du Grand Reims. Vous savez, l'objectif, on le sait, c'est de pouvoir investir sur un territoire. Et je dis toujours, moi, je ne gère pas de l'argent public, je ne sais pas ce que c'est l'argent public. Je gère l'argent du contribuable. Et donc, c'est une mission et c'est un devoir de bien gérer. Donc oui, ici, à titre d'exemple, nous avons une épargne qui nous permet d'investir. C'est pas une cagnotte, une épargne. Une épargne, ça nous permet d'investir, de rembourser la dette aussi également, et surtout d'accompagner des structures, d'investir pour les maisons de quartier, d'investir pour un grand nombre de structures associatives, et puis aussi améliorer la qualité de ville et la qualité de vie. Donc oui, ce que nous redoutons, c'est que 2% de prélèvement sur les recettes de fonctionnement, comme je vous le précisais, c'est 10 millions d'euros en cumulé pour la ville de Reims et le Grand Reims. Donc oui, on a des inquiétudes pour continuer derrière à pouvoir accompagner le tissu associatif et continuer les investissements nécessaires à l'attractivité. Sans vouloir mettre d'huile sur le feu et sans dire qu'après on dira qu'il y a eu un complot de Reims, mais on imagine, vous parliez de mutualisation de nos forces, toutes et tous, là, les collectivités locales, la Fédération hospitalière française, peut-être Nexem, médico-social, pour aller dire, on imagine un mouvement, peut-être pas une manif, mais le président tout à l'heure évoquait les 103 présidents de département et leurs équipes qui iraient marcher sur Matignon. Vous imaginez un mouvement collectif, là, pour dire aujourd'hui, touche pas à la sociale ? Moi, je suis plutôt pour la négociation, l'échange et le dialogue, plutôt que d'aller manifester. Mais derrière, en tout cas, ce qui est clair sur le sanitaire et le médico-social, c'est qu'il y a, en tout cas, et ça c'est très bien, parce qu'on a eu tendance toujours à opposer le privé au public, etc. Mais là, aujourd'hui, il y a une véritable convergence des luttes, si je peux m'exprimer ainsi, sur la pérennité du système de santé français et également du système médico-social. Alors, bien évidemment qu'en fonction de nos structures juridiques et autres, on a aussi chacun nos combats à mener, on a nos spécificités, on a nos particularités. Mais ce qui nous anime dans le milieu sanitaire comme médico-social, si on s'engage dans ces domaines, ce qui nous anime, c'est le service à la population, c'est la prise en charge
notamment de nos aînés, et parce que le défi, il est immense. Et aujourd'hui, on a essayé de mener une réflexion sur notamment l'évolution des EHPAD. Aujourd'hui, l'EHPAD, j'ai participé aux assises des EHPAD avec la question, les EHPAD ont-ils un avenir? Oui, les EHPAD ont un avenir. Il faut juste accompagner leur transformation, restructurer l'offre et le faire évoluer en fonction des besoins de la société, de la population. Oui, donc on a des combats communs dans le champ social que nous pouvons mener ensemble. Alors Raoul, vous voulez dire un mot sur cette dimension très court, avant qu'on revienne ensemble après sur les commentaires que vous aurez à faire. Oui, alors, je dirais que moi je suis d'accord sur le fait que public et le privé associatif, nous travaillons ensemble. Ce que je regrette, c'est qu'on aurait pu le faire un peu avant. Et que on fait finalement, c'est parce que y a des urgences qu'on le fait. Mais il n'est jamais trop tard. Je suis d'accord là-dessus, il n'est jamais trop tard. Parce qu'effectivement, la situation est dramatique. Vous parlez des aînés, je ne peux pas ne pas citer la protection de l'enfance, qui est vraiment c'est une catastrophe, une vraie catastrophe annoncée. Et vous disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, il y a moins de naissances, mais il y a plus de délinquance. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de prévention. Parce qu'on traite les problèmes une fois qu'ils sont arrivés, alors qu'il faudrait les traiter avant. Ça ne règle pas tout. Donc, chiche, qu'on travaille ensemble, mais en gardant effectivement chacun nos spécificités. Mais franchement, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Jean-Marc Horst, vous voulez dire un mot avec un micro? Juste sur l'ASEUV, l'aide sociale à l'enfance. J'ai été faire récemment un petit salon des aidants. C'était à Cormontreuil, où il y avait beaucoup d'aidants, donc dans différents domaines. Et il y en a un qui m'a dit, je ne dirai son nom, mais j'ai trouvé ça intéressant, il m'a dit qu'il faudrait aussi qu'il y ait une école des parents. Parce que si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une baisse de la natalité et qu'il y avait une augmentation des enfants malheureux, c'est aussi du fait qu'il y a un délitement des familles, qu'il y a aussi des familles qui ne savent plus comment bien éduquer leurs enfants, faut le dire. Et nous, en plus du handicap, des personnes qui vieillissent, c'est bien normal, de l'insertion, etc. Tous ces problèmes s'ajoutent, si vous voulez, avec toujours moins d'argent et plus de dépenses. Arnaud Robinet. Oui, non, mais tous ces sujets, d'ailleurs, sont abordés. Alors, sur la prévention, moi, quand je vois tous les dispositifs qui existent à travers le contrat de ville et autres, il y a des dispositifs qui existent, il y a de l'argent qui a été mis, d'ailleurs par l'État également, et même si l'État se désengage aujourd'hui, mais les collectivités sont présentes en termes d'accompagnement, de prévention, accompagnement des parents et des familles aussi monoparentales, parce que là c'est un vrai sujet dans notre société, donc il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Peut-être qu'à un moment ou un autre, justement, il faut regarder, on se disperse peut-être un peu trop, on perd peut-être nos forces et de l'énergie, et aussi, in fine, de l'argent, bien évidemment, pour être peut-être plus efficient en regardant ce qui se passe et en regardant chaque structure, chaque action qui a été menée. Mais je veux évaluer ensemble. Voilà, en fait, c'est notre problématique en France, c'est qu'il y a des lois, il y a des dispositifs, mais derrière, la politique d'évaluation, elle est quasi inexistante. Et ce qui fait qu'on a rajouté des strates, rajouté des dispositifs, sans forcément se remettre en question. Mais je le dis aussi parce que c'est de ma responsabilité, et je sais que le président Jean-Marc Cros partage ça aussi avec moi, en tant que responsable politique, ayant en charge 2 exécutifs, nous devons aussi avoir un discours de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas non plus avoir uniquement le discours de dire « il nous faut plus, il nous faut plus, il nous faut plus ». C'est de l'argent public. Derrière, on doit aussi faire des propositions en termes d'efficience, en termes d'économie, mais il faut avoir le courage politique, comme le disait le président tout à l'heure dans son échange avec le président Rose, avoir un courage politique pour réformer en profondeur tout un système qui soit sanitaire, ou médico-social et social. Alors, je partage complètement ce que vous dites là. Nexem n'est pas de dire il faut ce qu'il faut. Mais nous allons sortir des propositions. Il faut revoir la gouvernance et le financement de notre secteur. Ça ne va pas. Il y a trop d'interlocuteurs, il y a des doublons. Enfin, je partage ce que vous dites là, bien sûr. Donc, c'est quelque chose pour nous qui est très important. Et on le partagera avec l'ensemble des départements, l'ensemble des métropoles, avec toutes les personnes qui le veulent, parce qu'ensemble, il faut qu'on change de logiciel, franchement. Il faut qu'on change de logiciel. Arnaud Robinet, vous avez dit, et quand le président rebondit en disant on fait des propositions, il va y avoir dans les discussions que Nexem, toutes ces équipes ici vont avoir pendant ces 2 jours, aujourd'hui et demain, un grand sujet
parce que c'est un univers, un monde des équipes qui sont partagés entre une passion, une générosité, une volonté d'être les meilleurs dans ce métier de l'aide, de l'accompagnement de la vulnérabilité, mais aussi dans le paradoxe d'une vision un peu ambiguë. On va en parler avec la philosophe Cynthia Fleury qui est avec nous ici dans un instant. Vulnérabilité qui touche elle-même ceux qui agissent, parce qu'il y a une affaire de reconnaissance, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Donc il y a une conséquence, c'est les difficultés, il y a beaucoup de secteurs, mais celui-là en particulier, à maintenir l'attractivité pour les nouvelles générations. Et on va beaucoup parler de la place des jeunes dans ces métiers aujourd'hui. Vous nous disiez, nous aussi, alors pas de concurrence entre nous, et évidemment, il ne s'agit pas pour vous d'aller chercher les meilleurs chez eux, mais il y a une volonté aussi, on le verra beaucoup dans cette table ronde, de changer de filière à un moment donné, de pouvoir évoluer dans sa carrière. C'est compliqué, c'est technique, il y a des règles, elles ont évolué avec le Ségur, mais là, il y a peut-être une complicité, quelque chose à créer ensemble, FHF et Nexem. Je ne vous pousse pas au mariage, mais dans la discussion. Non, mais ce sujet, on est dans le concret, là, et oui, pas oui. du tout la revendication stricto sensu. Mais le sujet, il est essentiel. Enfin, moi, je le dis toujours, que ce soit pour le sanitaire ou le médico-social, les ressources humaines sont la mère des batailles. Derrière, si on veut accompagner, si on veut prendre en charge de la façon la plus optimale, il faut des moyens humains. Mais derrière, donc, c'est toute la question de l'attractivité. Alors, c'est vrai que pour le sanitaire, une partie du médico-social, le Ségur, je le dis clairement, et en toute objectivité, même s'il n'a pas été totalement compensé, mais ça c'est une autre question, à favoriser cette attractivité. Aujourd'hui, nous dans le sanitaire, on a une dynamique, ce que je disais à Geneviève Darrieussecq il y a quelques instants, il ne faut pas casser cette dynamique. Dans nos hôpitaux, on a une augmentation, en tout cas une dynamique en termes de recrutement sur la partie, on va dire, des professions non médicales, infirmières et aides-soignants. Donc il faut continuer cette dynamique. Derrière, le sujet, ce n'est pas uniquement la question, on va dire, rémunération, même si elle compte. Il y a aussi la question du bien-être au travail, la question de perspective de carrière. Et moi, je comprends tout à fait qu'aujourd'hui, dans les générations qui nous succèdent, on ne signe pas pour un job durant 40 ou 42 ans, qu'il y ait des évolutions de carrière au sein d'un secteur. On pourrait facilement passer du secteur médico-social au secteur sanitaire, à titre d'exemple, d'une structure à une autre. Il faut renforcer les passerelles, renforcer bien sûr la formation et l'accompagnement. Mais j'ai l'impression que c'est un vœu pieux, parce que ça fait des années qu'on en parle. Et c'est un sujet aussi extrêmement intéressant dans le cadre d'une réforme qui a fait beaucoup parler d'elle l'année dernière, qui est la fameuse réforme des retraites, parce que nous avons demandé, nous, et c'était un autre combat à la FHF, qu'il y ait un fonds qui soit mis en place, justement, parce que je prends l'exemple d'une aide-soignante. J'aime beaucoup prendre cet exemple-là, parce que ma petite sœur a été aide-soignante pendant de nombreuses années, donc j'ai vu le travail, et en EHPAD, j'ai vu le travail et les conditions qui étaient les siennes, avec, je dirais, cette pénibilité aussi bien physique que psychologique. Et moi, je peux comprendre, et je comprends parfaitement qu'une aide-soignante, à l'âge de 58 ans ou 60 ans, on ne va pas lui demander d'aller jusqu'à 64 ans pour faire le même métier, pour des raisons qui peuvent être propres, mais aussi des questions physiques et psychologiques. Mais ce fonds devrait permettre justement à accompagner toutes ces personnes qui parfois ne souhaitent pas arrêter de travailler, mais changer de métier, faire évoluer dans leur carrière, avoir des contraintes physiques moindres, pouvoir s'adapter. Donc c'est un vrai, oui, c'est un combat. Alain Raoul, le mot de la fin de cet entretien. Je rejoins ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle nous tenons tellement à cette convention collective unique pour effectivement construire des parcours professionnels, parce qu'effectivement, on ne reste peut-être pas toujours dans le même métier toute sa vie, il faut le faire. Ce qu'il faut aussi, il y a une condition sur les salaires. La parité entre le public et notre secteur devrait être quelque chose inscrit dans le marbre. On n'y est pas encore. Donc, on dit qu'il ne faut pas de concurrence, mais la concurrence, pour l'instant, elle existe. Elle existe aussi dans les départements, je regrette de le dire, où des départements qui gèrent des établissements pour l'enfant donnent des salaires supérieurs à ceux qu'on a dans notre secteur. Bon, tout ça, il faut quand même le régler, parce que, très bien, on augmente les recrutements dans les hôpitaux. C'est vrai que quand dans le public, on embauche une infirmière, nous, quand on en embauche une, c'est beaucoup plus bas que ce qu'il peut y avoir à l'hôpital.
départementale. Donc il y a aussi là des barrières à lever, me semble-t-il, hein, et tout à fait d'accord sur la réforme de structure. Nous ferons des propositions et j'espère qu'ensemble on arrivera. Il ne s'agit pas d'être l'un contre l'autre, c'est vraiment pas le sujet. C'est trop grave, la situation est trop grave. Donc je suis d'accord là-dessus, alors allons-y. Juste un mot pour terminer, parce que moi je veux saluer l'ensemble des acteurs. Je vois notre directrice territoriale de l'ARS ici présente, et je voudrais aussi, parce que vous savez, le discours est très facile, depuis où certains, même entre politiques, mettre en avant les difficultés et notamment pointer du doigt l'ARS. Je parlais du département tout à l'heure, je peux vous dire qu'ici, dans la Marne et sur le territoire et moi, on travaille aussi main dans la main avec l'ARS, et on a la chance d'avoir ici une directrice générale de l'ARS régionale et une déléguée territoriale à l'écoute des besoins des territoires. Et c'est très important. C'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. Alors, vraiment, je suis très clair là-dessus. Il ne s'agit pas des personnes pour nous. Non, c'est pas des personnes. Il s'agit effectivement de l'organisation qui ne va pas. Et je pense que les personnes qui gèrent ces crédits, eh ben, ils ont des difficultés aussi, parce que c'est vrai qu'ils prennent les coups, parce que c'est les interlocuteurs, mais au-delà de ces personnes, c'est vraiment l'institution elle-même qui est à questionner. Vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Président, Alain Raoul, dans ce type de congrès, il est assez rare que les politiques acceptent de se livrer à un dialogue de ce type, direct, après leur discours plus formel, plus institutionnel. Et à cet égard, en votre nom et toute l'équipe de Nexem qui est ici, on peut saluer les deux élus qui ont accepté de discuter, qu'on va raccompagner, si vous voulez bien. Merci, messieurs. Merci à vous. Venez Alain, on va dire un mot encore, je vous en prie. Venez à côté de moi, tiens. Non, vous inquiétez pas, asseyez-vous, je vous en prie. Allez, finalement. Bon, un petit mot quand même, merci encore à nos deux élus. Vous vouliez, très court, on ne va pas redire tout ce qui a été dit, mais sur le fond, commenter un peu, qu'est-ce que vous inspire la discussion que vous venez d'avoir? Voilà. La discussion, bon, on partage le même constat. Et je crois que c'est déjà un point énorme. C'est déjà bien. Bon. Maintenant, il faut savoir, il y a des engagements, on dit qu'il faut changer les choses. Mais il faut y aller. Donc il faut voir comment on va le faire. Donc moi, ce que j'attends, c'est au-delà du discours, c'est effectivement qu'on se mette tous ensemble et qu'on discute par rapport à des propositions que nous, on fait des propositions. Ils sont à discuter, effectivement. Donc le constat, il est bon. Maintenant, j'attends et j'espère que le dialogue qu'on a eu ce matin, qu'on aura avec le ministre bientôt, va nous permettre effectivement d'avancer là-dessus. Bon, mais c'est quoi les prochaines étapes? Une manif, le PLF, le PLFSS? Alors, les prochaines étapes, c'est déjà, on va déjà voir ce qui va être annoncé. Ouais. Bon, ce qu'on entend n'est pas très réjouissant. Hein. On a dans notre secteur, notamment donc le financement, il y a du retard qui a été pris, notamment, je parlais tout à l'heure des salaires, les 1-3% qui ont été donnés aux salariés de la fonction publique. Nous, on les réclame, on espère les voir inscrits dans le PLFSS. Il y a le financement de la convention collective. Tout le monde nous dit qu'il faut aller sur cette convention collective. On est d'accord, on négocie. Les négociations ne sont pas faciles. Hein, mais on y va parce que, on a dans notre secteur, ce qui est quand même un scandale, on a des travailleurs pauvres. Le secteur de la solidarité, il produit des travailleurs pauvres. Bon, ça a l'air de gêner personne. Ben, nous, ça nous gêne. Hein. Et donc, on attend du PLFSS des réponses et des crédits inscrits nous permettant de financer cette convention collective, notamment. Voilà pour que cette première synthèse, pas une conclusion, parce qu'on commence seulement, on ouvre la mêlée, vous avez ouvert la mêlée. La mêlée, cette année, cette notion de solidarité aujourd'hui et demain, avec tous les sujets qu'on vient déjà de voir, on va parler jeunesse dans la journée. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on a une difficulté actuellement. C'est-à-dire qu'on a du mal à attirer des jeunes à venir, on a un problème de recrutement. Et des jeunes, il y a moins d'étudiants qui vont dans les écoles d'éducateurs.
Mais en même temps, on parle tellement de notre métier d'une manière négative. C'est un paradoxe pour On va nous. en parler tout de suite avec et Cynthia on s'interroge là-dessus. Hein. C'est vrai qu'un jeune qui nous entend, qu'est-ce que je vais aller foutre dans cette galère, hein, franchement. Bon, donc là aussi, il faut qu'on donne des pistes d'espérance, d'espoir là-dessus, et c'est ce qu'on va travailler au cours dans cette table ronde, parce qu'effectivement, c'est des métiers porteurs de sens, et les jeunes recherchent ça. Mais encore faut-il qu'ils puissent vivre de leur travail. Alors, la transition écologique, ça peut paraître un peu paradoxal de vouloir... Est-ce qu'on ne la met pas à toutes les sauces? Vous avez voulu en parler pendant ces 2 jours? Oui, parce que avec des grands personnages, Isabelle Autissier, Jean Jouzel, qui bien sont là sûr, tout à l'heure. Parce que notre secteur a aussi à prendre en compte cette transition. Notre secteur gère des quantités de bâtiments, enfin, bon, voilà, utilisons. Donc on a besoin effectivement de réfléchir à comment on le fait, comment on peut aussi s'inscrire dans cette démarche qui est essentielle. Ouais. Donc l'écologie, les jeunes, l'attractivité, on l'a dit, l'évolution de la société, on en parlera avec le Nouvel Observateur demain. Un autre mot sur le programme, on a tout dit. Alors on va parler aussi d'intelligence artificielle, parce que ça c'est aussi important, parce que ça peut être à la fois positif, mais ça peut être négatif aussi, donc il faut qu'on réfléchisse. Vous n'allez pas remplacer les éducateurs par des robots quand même? Non, c'est pas notre souhait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Hein, donc savoir comment on l'utilise, qu'est-ce que ça peut apporter à notre secteur, et puis surtout comment il ne faut pas mal l'utiliser en fait. Hein. Ça. Donc ça sera avec quelle éthique, quel cadre, quels objectifs. Voilà. Bon, c'est comme tout ce qui est progrès. Hein. Il y a du positif, mais il peut aussi y avoir du négatif. Hein. Et donc effectivement, nos métiers qui sont des métiers profondément de l'humain. Bon, ça pose question, donc il faut réfléchir là-dessus. Donc Nexem se situe dans la modernité et s'interroge sur toutes les pistes qu'on vient d'évoquer de manière globale. Nexem, nos professionnels, ils sont dans la vie de tous les jours, quoi. Ils sont plus proches des personnes les plus en difficulté. Donc il faut effectivement que les évolutions, qu'on les prenne en compte, mais savoir comment on les adapte, notamment pour accompagner les personnes les plus vulnérables. Je vais vous laisser rejoindre la salle, Alain. Merci pour cette belle séance d'ouverture de Nexem. Alain Raoul. Merci à vous, Alain.